d'accueillir Lionel, qui va donc animer toute la partie table ronde et qui est particulièrement content et satisfait de récupérer mon micro parce qu'il est en état de manque. Le micro Bonjour les amis, c'est avec grand plaisir que je vous présente nos intervenants pour la table ronde Le Rotary agit pour la paix. Je vous demande de les applaudir. Andreza Zeytoun, brésilienne, qui réside à Paris. Gérard Charpentier, de Toulouse, avec une magnifique écharpe bretonne. Et Michel Commence, de Belgique, plus précisément de Bruxelles. Alors, nous allons pouvoir passer un petit peu de temps ensemble pour essayer d'aborder le sujet vaste de la paix. Je vous en prie, installez-vous. On a notre temps. Comment ça va se découper? On va prendre 3 quarts d'heure, 3 fois un quart d'heure, pour découvrir chacun de nos intervenants. Ensuite, nous allons réaliser une table ronde d'environ 30 minutes. Et enfin, il y aura les questions du public pour le dernier quart d'heure. Alors, pour les questions du public, vous devez voir un numéro de téléphone juste à côté de ma petite trombine. Mon téléphone est là. N'hésitez pas à envoyer vos questions par SMS. Et puis, eh bien, je les prendrai et je les ajouterai à celles que nous allons aborder durant toute cette table ronde. On y va? Alors oui, les portables, vous les mettez sur mode silence. Il ne faut pas que ce soit un concert. On va démarrer, honneur oblige, par les dames. Alors Andreza, toujours au service de l'autre. Servir d'abord, oui. Je ne parle pas de l'eau. Andreza, chère Andreza, tu as le micro qui est juste en face de toi. Alors, Andreza, tu es brésilienne, diplômée en droit au Brésil, boursière des centres du Rotary pour la paix, ce qui a un sens véritable pour nous Rotariens et pour cette table ronde. Tu as fait ton master Sciences Po à Paris et tu as ta certification qui a été faite à Bangkok en 2010. Tu travailles à l'UNESCO depuis 2006, tu m'arrêtes si je me trompe, et tu es chargé des projets et des relations avec l'Amérique latine et la région des Caraïbes. Alors on va essayer de te découvrir ton chemin et ton action pour la paix grâce à l'UNESCO. Je vais commencer par cette première question. Quelle est l'histoire qui t'a poussé à devenir un acteur de la paix? Qu'est-ce qui a déclenché? Bon, merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire que je suis très honorée d'être là parmi vous aujourd'hui. Je remercie Bertrand pour l'invitation. En fait, c'est la deuxième fois que je participe à une conférence de votre district. La première fois, c'était il y a 9 ans, quand Brigitte était gouverneure. Et à l'époque, il avait même M. Raffarin parmi nous. Et je suis passée après lui. Une tâche un peu difficile parce qu'il était brillant. Et je suis contente qu'aujourd'hui, je passe en première place. Parce que d'ailleurs, je ne vous vois pas. Alors peut-être il y a M. Valls qui est parmi vous et qui va passer après moi. Bon, alors... l'histoire qui m'a poussée vers la paix, en fait, c'est les Rotary qui m'a poussée vers la paix. Parce que j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir bénéficié du programme d'échange des jeunes quand j'avais 17 ans, et le Youth Exchange. Et je suis partie à Rome, pas Rome en Italie, mais Rome à New York, aux États-Unis, où j'ai passé une année. Et je pense que cette année, elle était décisive dans ma vie. J'étais dans un club Rotary très dynamique qui faisait des actions internationales. Et j'ai travaillé pour une action, une très belle action, ils apportaient des enfants de l'Amérique latine et les Caraïbes qui avaient des problèmes dans leur cœur. Et ils étaient amenés aux États-Unis pour être opérés. Ils étaient considérés les enfants, les bébés bleus. Et moi, j'ai travaillé dans cette action comme traductrice. Je faisais la traduction entre l'anglais et l'espagnol. Et je pense que c'était là que j'ai pris goût par l'action vers l'autre.
Et à part ça, avec les conférences des districts et toutes les actions de mon district, j'ai pu connaître tous les autres étudiants d'échange du Rotary. Et je vous parle d'une expérience qui s'est passée il y a 20 ans. Alors, bien sûr, il y a 20 ans, la communication, elle n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet, les téléphones, ils coûtaient très cher, la communication, c'était par lettres. Les lettres d'un continent à l'autre, ça prenait un mois pour arriver. Et c'était un vrai privilège de connaître des jeunes de mon âge qui venaient de partout dans le monde et de connaître les réalités, leurs traditions, d'écouter leur langue. Et je pense qu'on dit que le cerveau, c'est comme un parachute. Il faut l'ouvrir pour que ça marche. Et je pense que c'était là que mon cerveau s'est ouvert pour l'international. C'était là que je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire pour toute ma vie. J'ai découvert ma passion par les langues, par les cultures, par les voyages. Et je me suis dit, je vais un jour travailler pour les Nations Unies. Et la vie, elle était tellement généreuse avec moi que 10 ans après, j'étais embauchée par l'UNESCO à Paris. Et voilà, quand je suis, après cette année aux États-Unis, quand je suis rentrée au Brésil, j'ai commencé à faire mes études en droit dans l'État du Paraná. Je viens de São Paulo, mais je fais mes études dans l'État du Paraná. Et pendant mes études, j'ai commencé à travailler pour une ONG qui travaille pour l'éducation pour la paix. Et cette ONG a l'idée de mettre des enfants de partout dans le monde pour passer un mois ensemble. Et ces enfants de 11 ans d'âge. Et ils croient que ces enfants-là, ils créent des vrais liens d'amitié, même s'ils ne parlent pas la même langue, comme citait Jean-Marie tout à l'heure. On ne parle pas la même langue, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même religion, mais on s'entend. Et quand j'ai travaillé avec cette ONG, que j'ai eu l'opportunité de travailler au Brésil, en Suède, aux États-Unis, en France et en Italie, je me suis dit, mais c'est ça la clé. Il faut commencer par l'éducation des enfants. Et j'avais toute cette envie-là de travailler pour la paix, mais je ne savais pas trop comment la focaliser. Alors je pensais, bon, quand je finirai mes études en droit, peut-être je vais faire de la diplomatie. Mais en ce moment-là, ma mère, qui était à São Paulo, elle a lu dans un journal local un reportage avec un ancien gouverneur du district de Rotary, qui d'ailleurs c'était quelqu'un de très proche de notre famille, où il parlait de la nouvelle bourse pour la paix et la résolution des conflits du Rotary, de la Fondation Rotary. Et tout de suite, ma mère, elle m'a appelée pour dire, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Et quand elle m'a raconté, je me disais, mais c'est ça que je veux pour ma vie. Et on était dirigés vers les nouveaux gouverneurs du district, qui n'était pas quelqu'un de ma ville, qui nous ne connaissait pas. Et lui, il nous a dit, écoutez, c'est une nouvelle bourse, elle est très difficile, c'est pour les gens vraiment très brillants, et on n'a pas le temps, je n'ai pas le temps de perdre avec ces dossiers-là. Et j'étais bon. Mais je n'ai pas accepté cette réponse négative. Je me suis dit, c'est pas grave, je fais mes études à Londrina et je vais contacter un club Rotary ici, même si personne ne me connaît ici. Et je suis rentrée sur Internet, j'ai trouvé un contact dans un club, je suis allée, je me suis présentée au président et lui, il ne connaissait pas du tout cette bourse. Il a dit, non, je n'ai jamais entendu parler, mais je vous fais confiance, je vais endosser votre dossier. Et il m'a présenté au gouverneur du district. Lui non plus, il ne connaissait pas la bourse. Il a dit, ah bon? Alors raconte-moi. Je fais l'exposé, voilà, la bourse, c'est ça, ça et ça. Et lui aussi, il m'a fait confiance. Et c'était la grande fête quand, quelques mois après, la Fondation Rotary a annoncé que j'étais la seule brésilienne à être prise pour cette bourse. Et en ce moment-là, le gouverneur de São Paulo, il appelait le gouverneur du Paraná pour dire, non, mais il y a une erreur parce que cette fille, elle est d'ici. Et le gouverneur du Paraná, il a dit, avec toute sa fierté, ah non, elle appartient à notre district. Et voilà, je suis venue à Paris. J'étais au Centre pour la paix à Sciences Po, qui malheureusement est fermé depuis quelques années. C'était une expérience merveilleuse. Vous savez, Sciences Po,
c'est la grande école française, magnifique. C'était 2 ans très durs aussi, parce que je veux dire, si c'est déjà très dur pour un Français, c'est encore plus dur pour quelqu'un qui ne parle pas la langue parfaitement, qui n'est pas sa langue maternelle. Mais je suis très ravie d'avoir réussi. Et comme je ne savais pas si je retournerais en Europe un jour, j'ai voulu vraiment profiter de ces 2 années que j'étais là. Alors même pendant mes vacances, au lieu de rentrer ou de partir en vacances, j'ai encore fait des formations. Alors j'étais à l'école diplomatique de Madrid, j'étais aussi à l'école des droits internationaux à Thessalonique, en Grèce. Et je fais un semestre d'échange avec l'université de Padoue en Italie. Et après ça, grâce à Sciences Po, l'UNESCO, elle cherchait des stagiaires qui venaient de Sciences Po. Et j'étais indiquée par Sciences Po. Et je suis allée à l'UNESCO pour faire un stage de 4 mois dans le secteur de l'éducation. Et après mon stage, j'ai commencé à avoir, j'ai eu un contrat dans le secteur des relations extérieures et de la coopération. Et j'ai passé 2 ans comme ça, en train d'échanger des contrats, jusqu'à 2008, quand je suis devenue un fonctionnaire international. Et je crois vraiment au mandat de l'UNESCO. C'est l'organisation de mes rêves, parce que je trouve que la seule manière d'arriver à une paix durable, c'est à partir de l'éducation et de la culture. Mais vous pouvez aussi imaginer qu'une organisation formée par 193 pays peut vite fait devenir très politique et très bureaucratique. Je suis rentrée à l'UNESCO et je croyais que j'allais changer le monde. Et j'ai découvert quelques années plus tard que j'ai travaillé avec des papiers. Et je suis arrivée à un moment que j'étais démotivée. Et c'était là que j'ai posé ma candidature, encore une fois, auprès de la Fondation Rotary pour avoir la formation des professionnels pour la paix à Bangkok. Et j'ai eu le bonheur d'être sélectionnée. Alors, je suis partie 3 mois à l'université de Chulalongkorn à Bangkok. C'était une formation merveilleuse. On était 17 professionnels de la paix. J'étais la plus jeune du groupe. C'était des gens avec beaucoup d'expérience dans les domaines. C'était une formation magnifique. On avait des professeurs qui venaient des meilleures universités au monde, comme Bradford, Uppsala, Harvard, pour nous former dans les domaines les plus passionnants, comme la médiation, les conflits religieux, l'égalité des genres. Et la partie la plus importante, c'était qu'on a travaillé sur le terrain. Alors, on a travaillé dans le nord de la Thaïlande avec les victimes du trafic d'êtres humains. On a travaillé aussi dans 2 camps de réfugiés dans la frontière avec le Myanmar. Et on a travaillé dans la Cour internationale contre le génocide au Cambodge. Alors, j'ai l'impression que j'ai vécu toute une vie en 3 mois. C'était vraiment très intense, mais très dur aussi, parce que j'ai vu là-bas des atrocités, des tristesses pas possibles. Et j'ai eu des moments très difficiles où je me disais, mais non, c'est pas possible. Excusez-moi parce que je m'émotionne chaque fois que je parle. Alors, si tu pleures, moi je pleure aussi. Alors, ça va pas marcher. Alors, Mais si tu veux, on va revenir dans la table ronde sur par quelles actions, pour avoir quelque chose de concret, par quelles actions tu as pu jouer au sein de l'UNESCO pour la paix. Hein? Je peux finir la partie de la Thaïlande et après je commence la partie de l'UNESCO. C'est surtout qu'après, il faut que je passe à Gérard et à Michel. D'accord, très bien. Je te laisse terminer si tu as juste un petit truc, un dernier mot, puis je passe. Alors, sur la Thaïlande, voilà. Et j'ai eu un peu cette crise existentielle où je disais non, la peine, ce n'est pas possible. L'être humain, il est pervers, il n'a rien à faire. La meilleure chose que je peux faire, c'est rentrer à Paris, c'est de former une famille et de la protéger. C'est tout. Et après ça, je me suis dit, non mais attends, tu es tellement privilégié, tu as eu des opportunités très riches dans la vie et il faut que tu travailles pour les gens qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que toi.
Parce que je me dis que la responsabilité de privilégier, c'est la dignité absolue. Et voilà, je suis rentrée à Paris, j'ai formé une famille, j'ai des enfants de 2 et 4 ans, et je les élève baignés dans votre culture, dans votre principe d'égalité, fraternité, égalité. Et je pense que j'ai réussi, parce que là, quand je vois ma fille aînée qui a 4 ans à peine, en train de dire à sa petite sœur, il ne faut pas gaspiller de l'eau, il ne faut pas salir la ville, il ne faut pas arracher le fleurs, je me dis, bon, je suis dans les bons chemins. Et voilà, après, je vous parlerai de mon travail à l'UNESCO. Merci Andrezza, on peut l'applaudir. Tout va mieux quand c'est fait avec le cœur. On va passer à Gérard Charpentier, donc de Toulouse, ancien directeur marketing France de chez Michelin, actuellement professeur de marketing international et consultant en développement international. Mais si tu es là aujourd'hui, bon, au sein du Rotary, tu étais, il faut quand même que je le mentionne, poste gouverneur 2008-2009 du district 1700. Tu es surtout là en tant que coordinateur national pour le mandat 2013-2016, coordinateur national des comités interpays de la zone 11. Alors autant on a vu avec Andrezza comment on va aborder la paix au travers de l'UNESCO grâce à un programme qui avait été subventionné par le Rotary. Hein, tu es là, Andrezza, pour ça. Et Gérard, tu vas être là pour nous montrer comment le Rotary agit pour la paix au travers des CIP. Alors, je te pose la même question qu'à Andrezza. Quelle est l'histoire qui t'a poussé, ou plutôt quel a été ton parcours pour devenir acteur de la paix? D'abord, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ici en Bretagne avec vous, venant du sud de la France, du sud-ouest plutôt. Et donc, si je suis devenu acteur de la paix, c'est parce que je suis rotarien et que dès le moment où je suis rentré au Rotary, avec l'expérience internationale que j'avais dans le cadre professionnel, eh bien, je me suis dit qu'après tout, c'était peut-être la meilleure chose que je puisse faire. Et je crois que nous sommes tous rotariens, des professionnels, et que nous mettons précisément nos compétences professionnelles au service de nos actions et au service des grandes causes que nous défendons au Rotary. Donc voilà la raison pour laquelle je suis devenu acteur pour la paix, parce que je crois que eh bien, nous sommes tous les Rotariens qui sont ici, vous êtes des acteurs pour la paix dans les actions que vous faites. Donc au Rotary, bien sûr, j'ai eu pendant quelques années la responsabilité notamment des échanges de jeunes, des programmes jeunesse de mon district, ce qui m'a permis de voir justement que les jeunes sont des acteurs de la paix dans la mesure où ils ont cette ouverture d'esprit qui leur permettent de connaître d'autres cultures, d'autres langues, de s'ouvrir à l'international. Et les jeunes réalisent très vite que lorsqu'on se connaît, lorsqu'on se parle, eh bien, on s'entend. Et lorsqu'on s'entend, bien sûr, on évite les risques de conflit. Donc je crois que nous avons au Rotary, en dehors des comités interpays, dont je parlerai bien sûr après, des actions qui sont faites dans les comités interpays, puisque maintenant je suis coordinateur national de la zone 11, donc pour tous les comités interpays. Je vais d'ailleurs abandonner ma fonction en 2016, puisque nous sommes élus pour 3 ans, donc je termine en 2016, et j'ai la grande fierté de laisser ma place à Bertrand, puisque c'est Bertrand qui va reprendre la suite de coordinateur national à partir du 1er juillet prochain. Eh bien, là aussi, j'ai poursuivi avec la coordination nationale des CIP, ce que j'avais pu vivre au travers des échanges de jeunes, ce que j'ai pu voir dans mon activité professionnelle, bien sûr, ce que nous pouvons amener, alors pas simplement sur le plan de l'humanitaire strict, parce que bien sûr, beaucoup de comités interpays, et notamment je pense aux comités interpays avec des pays d'Afrique, avec des pays du Moyen-Orient, j'en parlerai tout à l'heure dans les actions,
eh bien, nous avons aussi des comités interpays, et je crois que les deux qui sont bien représentés aujourd'hui, comité interpays France-USA et France-Russie, nous montrent que nous pouvons eh bien, échanger. Échanger, ça veut dire se connaître, se parler, avoir des relations amicales. Et je crois qu'avec un certain nombre de pays, nos comités peuvent servir précisément à développer des actions, par exemple en faveur de la jeunesse, en faveur de l'action professionnelle de la jeunesse. Donc voilà ce qui m'a amené à poursuivre, et j'espère que même si je laisse ma place à Bertrand au 1er juillet, eh bien je continuerai bien sûr à œuvrer pour la paix et pour bien sûr la paix comme outil des comités interpays et comme objectif. D'accord. On va continuer quand même. J'ai une deuxième question pour toi, Gérard. Si là, on a vu un petit peu le parcours qui t'a amené à être acteur de la paix, peux-tu nous expliquer en fait quel rôle joue le coordinateur du comité interpays? Alors, nous avons en France 39 comités interpays. Quand je dis 39 comités interpays, ça veut dire 39 comités interpays qui font des actions. Parce qu'un comité interpays qui n'agit pas, c'est tout à fait louable, c'est une organisation amicale, on se rencontre, on fait une visite chaque année de part et d'autre, mais il faut aller au-delà. Un comité interpays, c'est un comité qui bâtit avec les deux sections, la section française et la section étrangère, un certain nombre d'actions. Et nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'aides et de subventions de la Fondation Rotary, et j'espère même, puisque ça a été un sujet qui a été abordé lors de la conférence de Cannes il y a 3 mois, que les comités interpays, au même titre que les clubs, puissent demander et obtenir des subventions, notamment les subventions mondiales, bien sûr, pour organiser des actions dans les différents pays. Là, nous aurions encore, je crois, une grande amélioration dans nos outils de fonctionnement d'action humanitaire, parce qu'un comité interpays rassemble plusieurs clubs. Il peut y avoir 2, 3, 4, 10 clubs qui font partie d'un comité interpays. Ces clubs ne sont pas forcément d'ailleurs du même district. Au contraire, je crois qu'il faut que les clubs participant au comité interpays de chacune des sections viennent de différents districts. Ce sont des organisations multidistricts. Par conséquent, le comité permet justement de fédérer des clubs pour augmenter les moyens dont on peut disposer pour faire des actions à l'étranger. Donc je crois que c'est avec des outils comme cela que nous pouvons réaliser, tout à l'heure je serai plus concret encore dans des exemples que je vous donnerai d'actions que les comités font, mais je pense réellement que cette organisation permet précisément d'aller jusqu'au bout. Et en tant que coordinateur, mon rôle a été bien sûr d'essayer de relancer un certain nombre de comités qui tombaient un peu en désuétude, qui ne fonctionnaient plus parce qu'il n'y avait plus d'interlocuteurs de la section étrangère, ou parce que même certains responsables de la section française disparaissaient un peu dans la nature. Donc c'était un rôle d'abord de relancer, de redynamiser les comités interpays. Et bien sûr, dans la mesure du possible, d'essayer de les développer. On a vu quand même un certain nombre de comités interpays qui se sont créés depuis quelques années, notamment avec le Pérou, le France-Pérou, qui a démarré. Lors de la conférence de Cannes, nous avons remis la charte au comité interpays France-Australie, qui a démarré, qui a très bien démarré d'ailleurs. Donc là aussi, ça fait partie de l'action du coordinateur national d'essayer de développer et d'augmenter les comités interpays, encore une fois, en ayant toujours à l'esprit cette idée d'action. Comité interpays sans action, ce n'est pas un comité interpays. Très bien. Merci Gérard, on peut l'applaudir. Effectivement, le Rotary est ce que le Rotary fait. Michel commence, on passe à toi. Alors, on va passer à la Belgique. Tu es à Bruxelles, fonctionnaire au sein de la Commission européenne pendant 21 ans.
Tu avais différentes fonctions liées à la recherche, aux ressources humaines, aux politiques de commerce extérieur et industriel. Et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu es le représentant principal du président du Rotary International auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Donc si on a vu l'action du Rotary au travers d'Andrezza à l'UNESCO, au travers de Gérard dans les comités interpays, on va pouvoir voir, on va essayer de découvrir quelle action le Rotary a auprès de l'Union européenne pour œuvrer pour la paix. Alors ma première question, Michel, c'est la même que pour les deux précédents. Quelle est l'histoire qui t'a poussé à devenir un acteur de la paix ? Bien, merci pour cette question embarrassante, parce que je crois que les parcours, bien qu'étant différents, sont quand même assez similaires au niveau conceptuel et philosophique. Alors je vais essayer d'être un tout petit peu original. Moi je suis né à Bruxelles, je suis belge et j'appartiens à une famille bruxelloise. Et chez nous, en fait, pendant ma jeunesse, mes parents parlaient de la guerre. Et mes grands-parents parlaient de la guerre. Moi, je n'ai jamais vécu la guerre. Ça fait plus de 60 ans maintenant que je vis tranquillement ici en Europe et nous n'avons pas la guerre. Au cours de mes études et à Bruxelles, en fait, notre horizon était Paris, Amsterdam, un petit peu la Suisse et la mer du Nord. Après mes études, là, c'était tout à fait différent. J'ai eu la chance, en fait, de travailler en Italie dans le cadre de l'Euratom. Et là, j'ai vu des chercheurs, des gens de tout niveau, en fait, travailler ensemble, venant de 6 pays différents, parlant des langues différentes et se comprenant très bien autour d'un projet commun qui était un des grands projets de l'Union européenne, qui n'existait pas encore en tant que tel à l'époque, en fait, et qui avait créé l'Euratom après avoir fait la CECA et la politique agricole commune. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller au CERN, à Genève, au Centre européen de recherche nucléaire, où là, donc, il y avait à nouveau un grand projet fondamental de physique théorique, où des gens du monde entier venaient dans ce centre à l'origine européen, et en fait, pour travailler ensemble. Ça faisait des milliers de personnes qui se connaissaient, qui ne s'étaient jamais vues, qui travaillaient ensemble, comme si en fait ils avaient vécu tout le temps. Il y avait des endroits où on se rencontrait, on mangeait, on se respectait, et on découvrait des langues, des cultures, des sensibilités, des religions, des philosophies de tous les pays, y compris hors de l'Europe par la suite. Fort de cette trajectoire internationale, j'ai eu l'occasion de partir aux États-Unis et de travailler dans le Minnesota, où donc se trouvent beaucoup de Suédois et de Nordiques, puisque le climat est à peu près le même et que le paysage est à peu près semblable. Et là, à nouveau, j'ai vu des gens de partout. Aux États-Unis, là, j'ai découvert en fait le monde. Il y avait des Indiens, des Chinois, il y avait des Japonais, des gens d'Ukraine, de partout. Et nous étions en train de travailler ensemble sur en fait des ordinateurs qui, en fait, après, étaient exportés dans l'Europe et puis dans le monde entier. Même chose, quittant le Minnesota, je suis allé en Californie et là j'ai découvert un monde très asiatique, finalement à San Francisco, etc. Et vraiment, donc je découvre le monde, je dirais, par les individus qui forment le monde et qui se rassemblent et qui travaillent ensemble sur des projets communs, en se respectant les uns les autres et en fait en ayant des objectifs, je dirais, partagés et discutés parfois âprement, mais en fait sans aucun problème et sans aucune velléité. Pendant ce temps-là, revenant, je suis toujours évidemment toujours à l'écoute également des nouvelles, alors que moi je ne vis pas dans la guerre. Nous avons vécu différentes guerres, la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, la guerre du Golfe, les guerres d'Égypte, de Suez. Nous, Belges, nous étions aussi très près des problèmes de la guerre d'Algérie, parce que nous suivons la France de très près. Et donc, en fait, autour de nous, en fait, quand bien même, en fait, je pouvais vivre et avoir travaillé, avoir vécu avec des personnes, hommes, femmes, enfants du monde entier, en fait, autour de nous, quand bien même, en fait, il y avait la guerre et des guerres autour de nous. Et aujourd'hui, en fait, nous en sommes également là. Alors que nous, depuis plus de 60 ans maintenant, près de 70 ans, en fait, nous sommes en fait en paix en Europe. Pourquoi ? Parce que des sages, après les catastrophes de la Deuxième Guerre mondiale, et prenant également leçon de la Première Guerre mondiale,
et un peu comme nous a présenté tout à l'heure Serge, en fait, sur l'initiative de penseurs, mais de penseurs aussi actifs et voulant réaliser quelque chose, en fait, ont voulu partager leurs valeurs autour d'une utopie. Et c'est en fait ainsi qu'est né, comme vous le savez, différents axes de coopération entre 6 États, le Benelux, la France, l'Italie et l'Allemagne, n'oubliant pas, mais disons ne se basant pas uniquement sur les raisons de leur rivalité, mais bien en fait de construire ensemble quelque chose en partageant ce qu'ils ont de plus cher, à savoir au niveau économique, à l'époque, le charbon et l'acier et l'agriculture. Le tout étant les choses fondamentales nécessaires en fait pour pouvoir reconstruire l'Europe à un moment donné. L'Euratom est venu après et puis cela s'est développé. Et depuis lors, c'est fait un développement constant. Moi, j'ai rejoint la Commission européenne en fait en 1989, quelques mois avant la chute du mur de Berlin. Alors, nous étions 12 ou 15 à ce moment-là, parce qu'entre-temps, l'Union européenne, en fait, qui se construisait... Excuse-moi, mais quand tu dis 12 ou 15, c'est 12 ou 15... pays, oui, pays, 12 ou 15 États membres, pardon. Hein. Au départ, il y en avait 6, et puis 12, et puis 15. L'Europe, à un moment donné, en fait, avait fortement grandi, essentiellement parce que certains jougs militaires avaient disparu. Essentiellement, je pense à la Grèce, au Portugal et à l'Espagne. Et donc, nous avions rejoint l'Europe très rapidement pour des raisons essentiellement de respect de la démocratie. Alors que ces pays, il faut bien le savoir, en fait, n'étaient pas prêts pour en fait assumer tous les devoirs que l'on a lorsqu'on est État membre. Et très sagement, le président Delors à l'époque, voulant en fait que très rapidement on crée une Europe en fait fédérale, a voulu partager et a donc créé des fonds spéciaux qui s'appellent des fonds structurels et des fonds de cohésion pour accélérer, je dirais, la transformation économique et sociale en fait dans ces nouveaux États membres qui étaient entre guillemets un petit peu en retard. Ceci a été encore plus accentué après la chute du mur de Berlin, puisque depuis lors nous sommes 28, voire 29 États membres, avec un bloc extraordinaire en fait qui nous a rejoints, qui sont les pays en fait d'Europe centrale et dit orientale en fait, et qui actuellement ont les mêmes droits et devoirs, avec toute la complexité et toutes les problématiques en fait que ça engendre après au niveau du fonctionnement de l'Union européenne. Ça, je pourrais peut-être en parler plus tard. Voilà donc que je me trouve dans les services de la Commission. Et là, pour mon plus grand bonheur à nouveau, là, je rencontre non plus quelques exotiques ou disons des collaborateurs dans les disciplines qui m'étaient chères, mais je vois des politiques, je vois des juristes, je vois des députés, je vois des industriels, et dans les différents programmes que j'ai eu l'occasion d'animer et de gérer, j'étais vraiment aux anges, parce qu'à nouveau, avec des objectifs communs, en négociant proprement et en respectant de façon tolérante et en essayant de comprendre les problèmes de chacun, on arrive, je crois, à des projets qui sont extraordinaires. Entre-temps, il faut savoir que suite à l'intégration des nouveaux États membres, en fait, les phares ont été mis fortement sur l'Union européenne. Et vous savez qu'en 2012, l'Union européenne a été prix Nobel de la paix, de la citoyenneté et de la démocratie. Donc paix, droit du citoyen et démocratie. Et les trois, je crois, vont vraiment ensemble. On ne peut pas avoir la paix s'il n'y a pas un respect du citoyen et le respect de la démocratie. Et donc en 2012, l'Union européenne a été nommée lauréat prix Nobel de la paix. Et si un jour vous allez dans le bâtiment du Conseil, qui représente la partie exécutive réelle en fait des institutions européennes, en fait vous verrez en fait la charte et le symbole en fait de cette remise de prix. Entre-temps, également dans ma vie, comme je m'étais établi et j'étais redevenu sédentaire dans Bruxelles, en fait, par hasard, je suis rentré dans un Rotary.
par amis, comme toujours. En fait, ça se fait par une sorte de cooptation un peu sombre, puisqu'on ne sait pas très bien où on va aller, pourquoi on vous fait confiance et pourquoi je fais confiance dans un système de sélection discret pour voir qui vous êtes et quels sont vos objectifs peut-être cachés. C'est beaucoup plus occulte dans ton pays que dans le nôtre, hein. Mais la Belgique est très multiculturelle et donc, en fait, elle fait attention. Et donc là, je suis devenu membre du club de Bruxelles, qui est un des clubs fondateurs du Rotary en Belgique en 1923. Et donc, notre club parrain est le club de Paris, qui se réunissait à Porte Dauphine, qui maintenant se réunit autre part. Donc, je suis devenu rotarien. Et là, j'ai découvert un autre monde, un monde vraiment organisé, mondial tel que je les aime, puisque c'est bien là-dedans que j'avais circulé, mais avec des actions humanitaires qui impliquent en fait chaque membre. Chacun, d'une façon ou d'une autre, donne un peu d'argent de façon charitable lorsqu'il peut le permettre. Mais ici, on demande une implication que servir, c'est servir soi-même autrui. Et là, j'ai trouvé vraiment des choses vraiment très intéressantes, tant au niveau local, donc des actions locales dans la cité, d'aide dans la cité, du rayonnement dans la cité, de l'aide au développement d'élites parmi les jeunes prometteurs, etc., qu'au niveau international, puisque nous avons également en fait une commission internationale en fait qui essaie de faire des liens et des projets avec le monde international. Quand on est actif dans un club, très rapidement on est remarqué et à un moment donné on vous propose d'être président du club. Ça ne plaît pas toujours à l'épouse et à la famille, elle est d'ailleurs ici, mais elle a été très indulgente pendant les 2 ans de ma présidence. Et donc là, on voit vraiment, là, on peut voir la puissance potentielle en fait qui se trouve dans le Rotary et multipliée par un facteur immense en fait, qui sont tous les clubs du monde entier, puisque nous sommes quand même 1 100 000 Rotariens répartis sur toute la planète, là où il y a la démocratie. Très bien, Michel. Travaillant à la Commission européenne, on m'a proposé à un moment donné, il y a 3 ans maintenant, en fait, de devenir le représentant du Rotary international auprès de l'Union européenne, parce que ni le Rotary ni l'Union européenne ne se connaissent l'un l'autre et chacun sont très complexes. J'arrête là. Super. Alors là, conclusion magnifique, je te remercie. J'ai un teasing pour la fin qui va être terrible. Alors, on a pu découvrir un petit peu les univers dans lesquels vous opériez, pourquoi vous y êtes arrivé. Et maintenant, on va essayer de voir comment cela se traduit d'une manière concrète dans les actions, dans les actes, dans le terrain, dans votre rôle au quotidien. Alors, j'ai récupéré quelques questions. Alors, il y en a une qui colle bien. Elle est pour toi, Andrezza, elle est de Sylvie Ritzenthaler. Quel est ton meilleur souvenir d'action pour la paix? Mon meilleur souvenir d'action? Celui qui t'a peut-être le plus ému ou qui t'a le plus comblé où tu as eu l'impression d'avoir été très efficace, très, très opérationnel? À l'UNESCO, je vais parler d'abord de mon travail à l'UNESCO, parce que je ne pense pas que j'ai un souvenir, surtout au niveau du travail, là, mais c'est chaque jour, c'est chaque jour, chaque moment qu'on est en train de faire des actions pour la paix. Alors à l'UNESCO, je suis chargée de la gestion des projets éducationnels, culturels, scientifiques pour la région de l'Amérique latine et les Caraïbes. Et ça me fait vraiment très plaisir de travailler pour cette région, parce que je me sens une citoyenne du monde, mais c'est la région d'où je viens. Alors j'ai ce sentiment d'appartenance pour cette région et ça me fait plaisir de travailler pour son développement. Surtout parce que c'est une région qu'on ne prête pas trop attention, parce qu'on n'est pas assez pauvre pour être important, comme l'Afrique, et on n'est pas assez riche pour être important,
comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. D'ailleurs, si vous faites attention, même dans les journaux, on parle très peu de l'Amérique latine et du Caraïbe. Maintenant, par exemple, on peut lire sur la destitution de Madame Rousseff au Brésil, ou on peut lire sur les Panama Papers, ou les tremblements de terre en Équateur. Mais à part ça, on ne voit pas grand-chose de cette région. Et ça, c'est un peu partout, même dans les sein des Nations Unies, à l'UNESCO, c'est la région la moins représentée. Par exemple, je viens d'un pays de 200 millions d'habitants et on est 6 Brésiliens à travailler pour l'UNESCO dans le monde entier. Alors, ce n'est pas énorme. D'ailleurs, c'est très petit. Et mes interlocuteurs, ce sont les ministères de chaque pays. Je travaille directement avec les ministères d'éducation, de culture, de sciences, de communication. Et par exemple, il y a un mois, j'ai eu l'occasion d'avoir une réunion avec les ministres d'éducation de Honduras. Et j'étais très impressionnée d'abord par sa jeunesse. Il a 39 ans, il est déjà ministre d'éducation. Et surtout par son engagement, parce que c'est quelqu'un qui croit beaucoup aux jeunes et il veut investir dans la jeunesse. Et d'ailleurs, vous savez que dans les Caraïbes, il y a un problème énorme avec les jeunes. Ils sont beaucoup dans les gangs, dans la drogue, et même la question d'égalité des genres dans les Caraïbes, il va dans l'autre sens. Les filles, elles s'en sortent très bien, parce que les filles, elles vont à l'école, après elles ont accès à l'université, et après elles trouvent un travail. Mais les garçons, à cause d'une culture beaucoup trop macho, c'est pas bien d'aller bien à l'école, et il faut être dans les gangs, il faut se droguer, il faut fumer et tout ça. Alors, notre action dans les Caraïbes, c'est surtout pour les garçons. Et ce ministre de l'Éducation, il croit beaucoup dans l'échange de jeunes. Alors, son action, c'est d'envoyer des jeunes partout dans le monde pour que ces jeunes-là, ils aient une expérience internationale. Et d'ailleurs, je lui ai parlé du Rotary. Alors, même au sein de l'UNESCO, je mets ma casquette Rotary. Et je lui parlais que le Rotary, c'est l'organisme qui donne de plus pour les bourses d'études au monde. Alors, il était très intéressé et il voudrait faire un partenariat avec le Rotary local. Mais je pense qu'on est tous des acteurs pour la paix. On a tort de penser que ce sont les grands dirigeants dans une table qui sont en train de décider la paix. En fait, la paix, elle dépend de chacun de nous. La paix, elle commence là, dans nos têtes. Il faut d'abord être en paix avec soi-même, après être en paix à la maison, avec nos familles, dans notre travail, dans notre communauté, dans notre ville, dans notre club Rotary, dans notre pays. Et ça, il y a un effet multiplicataire, c'est ça? Voilà, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à cet passage des messages positifs. Et n'importe qui peut être un acteur de la paix dans son limite d'action, soit avec nos enfants, avec nos collègues. Un exemple très simple, l'autre jour, j'ai pris les tramways pour aller travailler et c'était la journée de la femme. Et quand on était arrivé dans le terminus, le conducteur, il a dit « Alors, je vous souhaite une très belle journée à toutes ces femmes qui apportent de la tendresse à la planète tous les jours. » Et là, je me suis dit, voilà, ce conducteur, il était un acteur de la paix. Il a passé un message de paix. Il a changé ma journée. Et il a changé la journée de centaines de personnes. Et on a passé le message encore, parce que chacun, après, commence une journée rayonnante. On passe encore le message. Et je crois beaucoup à ça. Dans notre action ensemble, en train de faire des petites actions qu'on pense qui sont
qui n'apporte pas beaucoup, mais ce n'est pas la vérité. Ça donne des effets merveilleux. Très bien. On pourra revenir tout à l'heure sur d'autres sujets avec Andrezza. Merci Andrezza. Gérard, toujours dans cet aspect plus concret de l'action, et notamment de celle des CIP, peux-tu nous citer un ou deux exemples d'actions qui ont été organisées par le CIP? Oui, bien sûr, mais je voudrais revenir sur ce que vient de dire Andrezza. Je t'en prie. Je crois que, en fait, la paix, elle se fait tous les jours. Elle se fait tous les jours par des petites actions. Et je crois que nous, les Rotariens, eh bien, nous devons effectivement, dans nos clubs et à l'extérieur de nos clubs, essayer de propager cette idée de paix. Parce que ce petit message du conducteur de bus, eh bien, c'est le message que nous pouvons aussi, nous, les Rotariens, porter à l'extérieur. Parce que au travers de l'image qu'on se fait du Rotary, eh bien, je crois que là, on se dit, voilà une organisation qui œuvre pour la paix, si nous sortons un petit peu des clichés traditionnels qui font que le Rotary, c'est des gens qui se réunissent, bon, etc., ce qu'on connaît depuis des années. Je crois que les acteurs de paix, eh bien, doivent précisément donner cette image de gens qui favorisent la paix. Pas forcément au travers de grandes actions, mais de petites actions quotidiennes. Et je crois que là, les clubs peuvent faire des petites actions quotidiennes aussi. En ce qui concerne les grandes actions, bien évidemment, ce sont des actions internationales. Alors, ces actions internationales, bon, moi, je vous en cite deux parce que, effectivement, c'est les deux dernières là, qui sont assez significatives de ce que les comités interpays peuvent faire en faveur de la paix. Je prends l'exemple du CIP France-Burkina Faso. Bon, c'était un CIP d'ailleurs qui était tombé un petit peu en désuétude et qui a été relancé grâce à quelques Rotariens qui ont des contacts avec ce pays, avec le Burkina Faso. Donc je ne sais pas pour ceux qui voient où se situe le Burkina Faso, vous avez le Burkina Faso, le Mali qui est au nord et à l'ouest, vous avez le Niger et au sud, vous avez la Côte d'Ivoire, le Togo, etc. Donc, si vous voulez, le Burkina Faso est situé dans une zone où on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est une zone qui est le Sahel, qui est la zone nord du Burkina Faso, dans laquelle il y a quand même un certain nombre de problèmes de terrorisme, de problèmes, on l'a vu d'ailleurs assez récemment, à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où il y a eu des attentats. Eh bien, il se trouve que le CIP France-Burkina Faso a décidé de deux actions, l'une en faveur de l'alphabétisation, l'autre en faveur de l'eau potable, dans un village de 12 000 habitants. Alors, l'alphabétisation, eh bien, je crois que c'est justement là où on peut le mieux agir par la paix. Parce que les gens qui sont éduqués dans les pays ont moins tendance à être agressifs lorsqu'on a un certain niveau d'éducation, ne serait-ce que l'alphabétisation. Pour ceux qui apprennent à lire et à écrire grâce à des formateurs que le CIP France-Burkina Faso peut aider financièrement, bien entendu, à former, eh bien, si on apprend aux jeunes locaux à lire, à écrire, à partir de là, déjà, eh bien, on a fait un premier pas vers la paix. Parce que quand on sait lire, eh bien, on peut communiquer plus facilement. Quand on sait écrire, on sait communiquer. Et on sait très bien que les problèmes de communication résident très souvent dans des situations où les gens ne peuvent pas communiquer, ne peuvent pas se comprendre parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire ce que l'autre lui exprime. Donc je crois que aider l'alphabétisation, aider l'éducation, et ça c'est le rôle précisément de l'UNESCO, mais aider l'éducation, eh bien je crois que ça permet justement d'éviter les conflits. Et dans cette action du CIP France-Burkina Faso, donc en faveur de l'éducation, eh bien fort heureusement, la Fondation Rotary a apporté une subvention de l'ordre de 33 000 $, je crois à peu près, qui permet précisément d'avoir un plan sur plusieurs années de formation de formateurs. C'est-à-dire que dans un premier temps, eh bien, on va former des
enseignants qui vont justement pouvoir apprendre à lire et à écrire, ce qui manque aujourd'hui dans cette petite ville de Boulssa, Boulssa qui est à peu près à 200 km au nord-est de Ouagadougou. Ça n'a l'air de rien, mais ce petit programme-là d'une vingtaine de formateurs qui vont être formés dans les 2-3 ans qui viennent, eh bien, ça va faire boule de neige, parce que ça va permettre justement à des jeunes ensuite de devenir aussi eux-mêmes peut-être formateurs. Alors bien évidemment, parallèlement à cette action sur l'alphabétisation, sur l'éducation, l'adduction à l'eau potable. Parce que là aussi, je crois que ça fait partie de ce domaine où précisément, lorsqu'on n'a pas accès à l'eau et à la santé, eh bien, on sait très bien que eh bien, là aussi, c'est une source de conflit, parce que tout simplement, eh bien, il faut aller chercher l'eau très loin, dans des villages très éloignés, avec parfois des conflits entre les villages dans ces pays, en l'occurrence dans ce pays du Burkina Faso. Donc, amener l'eau localement, permettre aux gens d'avoir de l'eau qui coule au robinet comme nous l'avons, mais de façon tellement naturelle qu'on ne s'en rend même plus compte chez nous, mais pour eux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, aller creuser 6 puits, faire des forages, amener de l'eau dans les villages, eh bien, ça aussi, c'est un facteur de paix. C'est un facteur qui va permettre à des gens de rester sur place. En restant sur place, ils vont cultiver. En cultivant, ils vont pouvoir se nourrir. En se nourrissant, ils vont pouvoir se soigner. Et donc, à partir de là, on amène toute une chaîne d'éléments favorables qui vont permettre effectivement une meilleure entente, une meilleure compréhension et en faveur de la paix. Très bien. Alors je voudrais peut-être, si Vas-y, je t'en tu me prie. permets simplement, un deuxième exemple. Et je trouve que ce deuxième exemple, il est quand même très significatif. Et on en a parlé justement à la conférence de Cannes. C'est une action menée par le comité interpays France-Israël. Ce comité interpays France-Israël, depuis plusieurs années, finance un programme qui s'appelle Un cœur pour la vie. En quoi consiste ce programme? Eh bien, ce programme consiste simplement à faire venir des enfants palestiniens dans un hôpital de Jérusalem pour opérer des enfants atteints de malformations cardiaques. Or, là encore, le comité interpays France-Israël bénéficie bien sûr d'une aide importante de la Fondation Rotary. Ça a démarré parce que simplement des médecins français de l'hôpital du CHU de Marseille sont allés à l'hôpital Hadassah à Jérusalem, former, aider les médecins locaux, qui ont permis ensuite de dire, eh bien voilà, on va aller chercher des enfants à Gaza, en territoire palestinien, les amener à Jérusalem, et on va opérer ces enfants atteints de malformations cardiaques. Quel plus beau symbole de paix que celui-là, d'enfants qui vont se retrouver dans la même chambre, un enfant juif, un enfant palestinien. Tout simplement parce que là, le Rotary, au travers de son comité interpays, a joué le rôle d'acteur pour la paix. C'est très concret. Michel? Alors Michel, justement, tu vas pouvoir nous dessiner l'action concrète que tu mènes au sein de l'Europe. Et puis d'ailleurs, nous dire un petit peu, parce que c'est vrai qu'en ces moments troubles, enfin d'instabilité que l'on peut rencontrer en Europe, je vais parler du Brexit, je ne vais pas tous les énumérer, tu les connais mieux que moi. Mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu cette température que toi tu ressens au sein de la communauté européenne? Conseil. Bon, dans un euro pour quelque temps, alors soyez attentifs. Je vais d'abord dire en quelques mots comment, pas plus de 5 minutes. Hein. Comment l'Union européenne en fait travaille pour la paix dans le monde, hein, de différents modèles, différents types d'actions. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne, c'est un organisme qui n'est pas un organisme, c'est pas une association, c'est pas un pays. C'est une construction unique au monde, très particulière, formée de pays qui ont cédé à une communauté de pays, en fait, certains de leurs pouvoirs. Et donc c'est très compliqué. Et c'est également un groupe donc,
d'États qui s'appellent États membres, qui sont membres de l'Union européenne, qui est le nom générique, qui depuis pas longtemps, depuis très peu de temps, a une existence juridique maintenant. L'Union européenne est une existence juridique, avec un mécanisme régulateur qui a force de loi lorsque donc les décisions sont prises. Alors c'est très complexe comme organisation, puisqu'il y a différentes institutions, et donc je suis représentant auprès des institutions de l'Union européenne. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous savez qu'il y a la Commission qui en fait est le garant du traité et a le droit d'initiation et d'initiateur, et c'est le seul en fait qui peut initier une recommandation ou un projet. Et puis ce projet part dans différents organismes, de plus en plus au travers du Parlement, le Parlement européen qui prend de plus en plus d'importance, et dans la plupart des nouvelles décisions, il y a co-décision. Donc le Parlement est devenu quelque chose de très important, et ça donne une connotation davantage démocratique, puisque nous élisons nos parlementaires. Et après, il y a la décision finale qui est prise en fait au Conseil, donc qui représente les ministres homologues transport, énergie, éducation, et finalement en fait au sommet qui sont les chefs d'État, qui sont donc les décideurs ultimes de tout le système. Il y a également une cour de justice et puis d'autres instances en fait qui accompagnent ceci. Ce qui fait que la position de l'Union européenne a plusieurs facettes dans son aide à construire la paix. D'abord, en fait, il y a une Union européenne qui se présente comme étant une puissance intégrante, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'en fait elle acquiert ou quand elle accueille de nouveaux États membres qui sont attirés et qui intègrent en fait l'Union européenne. C'est également une puissance intégrante dans une politique particulière qu'elle a avec les voisins. Donc tous ceux qui sont autour des frontières de l'Europe, en fait, ont des relations particulières, ne serait-ce que de voisinage. Ça s'appelle d'ailleurs la politique du voisinage. Un voisinage qui est de plus en plus complexe maintenant, puisque après 1989, c'était assez facile. Les voisins, ce sont les nouveaux États membres. Et au-delà de cela, maintenant, nous avons des gros blocs et des problèmes qui sont multiples, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Turquie, et que ce soit avec l'Afrique du Nord, par exemple, en fait, qui étaient quand même des partenaires privilégiés dans le cadre des politiques euro-méditerranéennes, en fait, qui actuellement sont en difficulté. Donc c'était une puissance intégrante, sachant donc que l'Union européenne agit avec eux de la même façon que jadis la communauté économique européenne avait agi avec le Portugal, l'Espagne, etc., et la Grèce, en ayant donc des programmes d'accélération, je dirais, d'aide structurelle. Dans le monde entier, en fait, l'Union européenne agit dans le cadre de relations multilatérales, et elle est mandatée par ses États membres, par exemple, à l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre du dialogue avec les États-Unis et du Canada, en fait, qui sont en cours actuellement, et également dans certaines négociations telles que celles qui ont eu lieu il y a quelques années avec les Balkans, la Serbie et le Kosovo. Il faut savoir qu'également, c'est à ce niveau multilatéral que la Commission joue un rôle important dans la politique de développement et de coopération. Et il faut savoir, on ignore que le budget à la coopération de l'Union européenne et des États membres rassemblés est supérieur à la moitié du total de toute l'aide au développement du monde. On ignore parce que nos actions sont saupoudrées, alors que lorsque les États-Unis vont quelque part, M. Obama ou le président en fait donne un chèque, that's it. Ici, c'est saupoudré parce qu'il y a différentes composantes, essentiellement des composantes qui sont des composantes de moyens et de moyens subtils dans le sens qu'ils respectent ce qui est fait localement en vue d'induire et d'instiller quelque chose exactement comme le Rotary essaye de faire, je dirais, lorsqu'il agit. Ce qui fait que l'Union européenne, dans ce cadre-là, en fait, agit de façon à faire grandir sa légitimité à aider sur le long terme, alors que généralement les Américains, les États-Unis en particulier, en fait, eux, ont des buts très précis, orientés et pragmatiques. C'est une autre approche du multilatéralisme. L'Union européenne aussi travaille en coopération avec d'autres organisations,
l'OTAN, les Nations Unies, l'OMS et d'autres également scientifiques. Je parlerai de l'ESA par exemple, la European Space Agency, le CERN, l'Euratom, etc. Alors, juste au niveau de ces organisations, justement, c'est là qu'on est intéressé, nous concrètement, rotariens. Toi, en tant que représentant du président du Rotary International, quelle place tu occupes pour le Rotary au sein de l'Europe? Alors, disons, ma mission première est de faire connaître le Rotary auprès des institutions européennes et réciproquement, connaissant les arcanes de l'Union européenne, en fait, de faire connaître le Rotary parmi elles et parmi les Rotariens, de faire connaître l'Union européenne et de démystifier un petit peu de quoi il s'agit. Donc actuellement, ce que nous avons fait dans un premier stade, c'est de faire reconnaître le Rotary comme un partenaire de la société civile. Suite au traité de Lisbonne de 1992, en fait, il y a un dialogue qui doit s'établir avec la société civile. Et donc j'ai reconstruit un objet qui s'appelle Rotary International, en fait, qui est un partenaire de la société civile dans le dialogue de l'Union européenne avec les parties civiles. Et dans les parties civiles, vous avez tout, c'est-à-dire jadis, enfin avant 1992, il y avait les lobbies économiques et autres, et les associations de type ONG. Voilà que maintenant, tout le monde est mis sur le même pied, et donc nous sommes tous des lobbyeurs, des lobbyistes, si vous voulez. Ce qui veut dire que dans les catégories de politique que nous avons choisies, qui sont les axes du Rotary, nous sommes consultés comme les représentants de la normalisation des pneus, ou, je dirais, Caritas Catholica, ou je dirais, les avionneurs. Première chose. Ça, c'est un travail, je dirais, quotidien, puisque chaque jour, il y a des demandes, et puis je les envoie aux membres du Rotary que je connais, qui éventuellement pourraient donner un avis, si on a envie de donner un avis. Donc, dans le cadre du dialogue, un des types de dialogue de la société civile. Après cela, nous essayons, et c'est notre grand travail aujourd'hui, c'est d'aider le programme Polio Plus. Et vous savez qu'il y a l'initiative qui s'appelle Global Polio Eradication Initiative, qui comprend l'OMS, le Rotary International, l'UNICEF et la fondation Bill et Melinda Gates. Je crois que j'ai cité tout le monde. Et donc, en fait, là, il y a une tentative donc d'avoir encore de l'argent. Il manque quelques centaines de millions d'euros pour éradiquer définitivement la polio, comme l'a expliqué, je crois, ce matin. Je crois que c'était Serge qui en a parlé assez longuement. Nous essayons donc de faire un lobby auprès de la Commission européenne, enfin des institutions européennes, en fait, pour qu'une partie de l'aide au développement soit orientée vers cette action-là. Et pour le faire, depuis 18 mois, il y a en fait, dans chaque État membre, il y a un représentant du Rotary International pour être le polio avocat, advocate for polio. Alors ceci est coordonné à partir de Bruxelles, je fais partie des coordinateurs, et nous sommes parvenus à obtenir le quorum des signatures des parlementaires européens au mois d'août de l'année passée, pour que le Parlement européen mette à l'ordre du jour du budget de la Commission européenne, en fait, un montant pour éventuellement, je dirais, soutenir notre action. Alors là, nous avons un problème interne, je dirais, par rapport à la Commission européenne, c'est que nous souhaitons aider la polio et l'Union européenne, en fait, ne veut pas aider un vaccin en particulier, et donc il y a toute une discussion pour voir comment on peut aider les vaccins dans des actions de type, par exemple, mise en place et d'aide dans les États concernés, d'infrastructures sanitaires et médicales, de prévenance, de maintien et de soutien par ailleurs. En fait, et donc c'est toute une grande discussion qui a lieu actuellement. Je peux vous dire qu'à ce sujet-là, l'Union européenne en fait organise chaque année les 2 journées de développement, European Development Days. Elles ont lieu cette année les 15 et 16 juin. Alors ça fait des années que j'assiste à ça, mais j'avais décidé cette année-ci d'essayer de faire rentrer le Rotary dans
dans ce grand concert, si je peux dire. Alors, il n'a pas été possible d'introduire le Rotary dans un panel à haut niveau de conférenciers, parce que j'avais fait un accord avec l'OMS et d'autres. Maintenant, je dis ceci vraiment entre nous. Ça ne sortira pas de la salle. Un monde, je dirais, autour de nous, a demandé d'inclure dans le panel des intérêts économiques. Et nos collègues de l'OMS, en fait, ont refusé d'avoir des industriels sur le panel qui devait parler, je dirais, de la polio, des vaccins, etc., et des maladies en général. Néanmoins, ayant encore un petit peu d'expérience, j'avais une solution, un plan B, qui est plus modeste, mais un plan B, en fait, qui est d'avoir un stand pendant les 2 jours où le consortium, donc Global Polio Eradication Initiative, en fait, pourra présenter dans ce qui s'appelle le Development Village toutes les actions de ce consortium, et on pourra organiser dans des salles voisines des conférences de presse, des événements, des cocktails, etc. Et donc nous ne serons peut-être pas sur le grand podium cette année, mais en fait nous sommes donc présents pour la première fois dans European Development Days en tant que tel. Nous avons un rêve maintenant, c'est l'année prochaine de faire une grande conférence un peu similaire à celle-ci. Je me demande toujours comment Serge et nos amis en fait font pour avoir de si belles conférences, et vous tous ici, en fait, où l'Union européenne rencontrerait dans une conférence en fait les exécutifs du Rotary, dans le but de voir comment et de démontrer comment, en explorant comment, la société civile, représentée dans ce cas-ci par le Rotary comme exemple, peut, par sa puissance, par son dévouement, par sa philosophie de servir dans le monde entier, peut aider à la mise en place de politiques décidées par le monde politique. Et c'est ça, en fait, que nous voudrions mettre sur pied l'année prochaine, en fait, de manière à sceller une sorte d'accord, d'explorer cela et voir comment, et ceci dans le cadre également donc, des actions de l'ONU, qui ont donc, le programme 2030 en fait de Sustainable Development Goals. Ça c'est la grande action qui est en cours. La perspective. Très bien. Je te remercie Michel. Et je souhaite que l'on puisse conclure. Ah, je pourrais redire un mot ? Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Je voudrais qu'on puisse conclure avec Andrezza. Sur ce qui nous concerne, parce que boursière des centres du Rotary pour la paix, c'est quelque chose de très concret pour nous. Libre à chacun, à chaque club, de pouvoir trouver un étudiant à porter dans ses projets et qui arrive avec une conclusion concrète. Tu as eu ton master pour la paix et la résolution des conflits. Je voudrais bien, et on terminera cette table ronde là-dessus, que tu nous retraces un petit peu cette histoire. Vous êtes combien ? Vous avez commencé quand ? Et vous êtes où ? Le Rotary vous a porté, et maintenant, où êtes-vous et que faites-vous ? D'un point de vue très générique, et on terminera là-dessus. D'accord. Alors, cette bourse, elle a été créée par la Fondation Rotary en 2002. Et la première promotion des diplômés est sortie en 2004. Alors, ça veut dire que ça fait 12 ans qu'on a des diplômés. Aujourd'hui, nous sommes 999 anciens boursiers pour la paix, presque 1000. Et on est partout dans le monde, on est dans tous les continents et on travaille dans tous les domaines. On est dans les ONG. Quelques-unes des ONG ont été fondées par les boursiers eux-mêmes. On est aux Nations Unies, on est dans les gouvernements, on est dans l'armée. On est au Parlement européen. Il y a des avocats, il y a des journalistes, il y a des gens à la Banque mondiale. On est partout. Et je vous invite même à penser à votre propre histoire. L'histoire de Rotary, vous avez commencé avec un seul homme, Paul Harris, il y a un siècle. Et comme vous avez dit tout à l'heure, maintenant vous êtes 1 200 000 personnes. Alors, donnez-nous un peu de temps et on va vous rendre très fiers de la confiance que vous nous avez apportée. Merci beaucoup. On terminera sur ces paroles.
Merci Andresa, merci Gérard, merci Michel. Et puis on va laisser la place maintenant encore à l'international sur le sujet suivant. Si vous voulez bien m'accompagner, on les applaudit.